Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 7 novembre. Une stratégie nationale quinquennale entrera en vigueur en début d'année, s'étalera jusqu'à 2023 avec pour objectif d'encourager et diversifier les exportations hors hydrocarbures. Un plan mis en place par le ministère du Commerce, les détails dans notre journal. Le Salon du Livre d'Alger, beaucoup de nouvelles parutions sont proposées cette année. Nous vous ferons le tour des stands dans ce journal. Le SILA est aussi l'événement où les maisons d'édition enregistrent le plus grand nombre de ventes de livres. Et enfin, nous parlerons à la fin de ce journal d'une pratique séculaire à Ouergla, l'équitation avec la célèbre Fantasia, si jalousement préservée par ses habitants. Bienvenue à tous. Sortir de la dépendance des hydrocarbures. Un plan quinquennal a été mis en place pour encourager les exportations hors hydrocarbures. Il s'agit d'une stratégie nationale pour développer les exportations mises en place par le ministère du Commerce et qui doit débuter d'ici début 2019. Les responsables doivent identifier, aider, conformer nos produits locaux pour les placer à l'international. Kerim Haïfa. Initiée par le ministère du Commerce, cette stratégie nationale quinquennale qui entrera en vigueur en décembre 2018 et s'étalera jusqu'à 2023 a pour objectif d'encourager et diversifier les exportations hors hydrocarbures. Une action primordiale selon le ministre du Commerce qui permettra la diversification des exportations algériennes pour renforcer leur résilience et leur durabilité. المحور الأساسي اللي رانا نخدموا عليه الآن هو كيف نطور الصادرات خارج المحروقات. Nous travaillons actuellement sur la possibilité de développer les exportations hors hydrocarbures. Et c'est dans ce sens qu'on a mis en place une stratégie nationale pour la diversification des exportations. Une stratégie qui prend en compte tous les secteurs avec un diagnostic exhaustif des activités de chaque secteur en sélectionnant les secteurs appelés à conquérir les marchés internationaux et ceux qui ont encore besoin de protection, avec bien sûr les industries naissantes qu'il faut développer. Et c'est vers la fin de l'année que l'on commencera à appliquer cette nouvelle stratégie qui consiste en la diversification des exportations. C'est une stratégie qui entre dans le cadre d'un plan quinquennal de 2019 à 2023 qu'on doit appliquer partie par partie. نبدو نطبقوا فيها دونك عمليا partie par partie. Saïd Jillab a affirmé par ailleurs la révision du fonctionnement du FSPE, Fonds spécial pour la promotion des exportations, et ce dans le but d'élargir le champ d'application du dispositif existant et l'ouverture de nouvelles rubriques plus encourageantes avec effet direct sur l'exportation. تكلمت مع لوجيترانس, on va préparer une convention pour que هذه تدخل في la réforme du FSPE. نعم. FSPE كان الاول شاك اوبيراتور مسكين يجيب الدوسي تاعه يحطه يستنى عامين ثلاثه سيتي با افيكاس. الان الاوبيراتور il n'a pas ما يدير لا دوسي عند الاف اس بي لا والو. انا جو في فير اون كونفونسيون مع لوجيترانس. لوجيترانس si on نتفاهموا par exemple, je dis comme ça parce que le temps n'est pas encore fixé, ils sont en train de calculer les coûts. نتفاهموا par exemple 50-50. L'opérateur يخلص 50% à Logitron. والسلعه تاعه تروح avec une société nationale. La feuille de route de la stratégie devra aussi s'étaler sur l'amélioration du climat des affaires pour renforcer la compétitivité des entreprises et les aider à intégrer les chaînes de valeur mondiales, le renforcement de la qualité de gestion des entreprises orientées vers l'export, ainsi que l'encouragement d'un commerce extérieur dans le cadre du développement durable et la justice sociale. L'olivier, autrefois richesse de la Kabylie, prend racine désormais même au sud du pays. Direction Aïnoussera Djelfa où un investisseur originaire de Béjaïa a réussi à faire développer la filière oléicole dans cette zone stépique. Un pari réussi au bout d'à peine 2 petites années de labeur. Naïm Al-Walish, reportage. Tandis que dans les régions montagneuses de la Kabylie, l'olive se fait de plus en plus rare, certains oléiculteurs se sont installés avec armes et bagages dans le sud du pays, région où la culture de l'olivier est depuis quelques années et à la faveur des encouragements gouvernementaux proéminente. L'exemple type de ce déménagement culturel et économique est celui de Allouche, un oléiculteur filial qui a quitté sa Béjaïa natale pour s'installer à Benhar, près de Djelfa, avec son lourd baluchon de huilerie Al Baraka. Bon, mon investissement que j'ai hérité de mes parents, alors du matériel au grand complet, du début jusqu'à la fin.
Alors j'ai pensé que je vais y aller à Ain Oussara, wilaya de Djelfa. J'ai entendu il n'y a pas beaucoup d'huileries et il y a beaucoup d'olives. Alors j'ai ramené mon matériel. Il y en a des olives en Kabylie, mais il y a le climat chez nous, il est perturbé par les 2 barrages. Donc depuis les années 2010, bon, je raconte notre région. Depuis 2010, il n'y a pas une bonne récolte. Montée de concert avec son associé Abdi, la huilerie a une capacité de 64 quintes au jour, mais pour l'instant, elle ne tourne pas en plein régime puisque la campagne oléicole a peine débuté. La récolte a beaucoup diminué et il y a trop de concurrence. Donc je préfère de ramener mon matériel et je suis installé ici à Ain Oussara. Ain Oussara, d'abord il situe un endroit merveilleux, surtout pour les oliviers. Vraiment c'est un endroit merveilleux, ce qui paraît à 1 mètre d'altitude, à 650 mètres d'altitude. Donc l'olivier, c'est l'altitude, la meilleure altitude, entre 600 et 700. Je suis très content de déménager ici à Ain Oussara. Je travaille très bien, alhamdoulilah. On a installé cette huilerie il y a 2 ans et on a 8 hectares d'oliviers. Notre objectif, c'est de produire une huile extra vierge et de la conditionner dans des bouteilles en verre pour le plus grand bien du consommateur. Rien que l'an dernier, cette huilerie a produit pas moins de 25 200 litres de ce précieux liquide entièrement stocké en attendant sa commercialisation imminente. Avec un verger de 3000 arbres, la huilerie Al-Baraka compte bien se faire une place dans le monde très concurrentiel de l'huile d'olive. La forêt de Canastel, située à l'est de la ville d'Oran, fait l'objet d'une vaste opération de réhabilitation lancée par les autorités locales avec l'appui de la DGF, la protection civile et la société civile en préparation des Jeux méditerranéens que doit accueillir la ville en 2021. Menel Boutouaba. La réception des nouveaux terrains de sport au sein même de la forêt de Canastel ont marqué l'entame d'une nouvelle étape de la vaste opération de réhabilitation de ce lieu emblématique de 120 hectares, considéré comme le poumon de la ville d'Oran. Le programme comprend également des espaces de jeux supplémentaires et de nombreux espaces de loisirs. Vous n'êtes pas sans savoir que cette opération s'inscrit dans le programme tracé par son Excellence le Président de la République dans son volet sportif et social. La direction des forêts et la protection civile également impliquées dans cette opération se chargent quant à elle du reboisement de cet espace qui totalise 7 sites forestiers et recense plusieurs espèces d'arbres et de végétaux typiquement méditerranéens. Oran a bénéficié de cette grande opération dans le cadre du programme de préparation des Jeux méditerranéens de 2021. Les travaux se poursuivent, une grande partie a déjà été réhabilitée et a été ouverte au public. La forêt est un élément vital pour le bien-être du citoyen. C'est elle qui préserve l'équilibre écologique. Toutes les parties prenantes dans cette opération appellent les visiteurs à plus de conscience environnementale et à préserver ce lieu. Canastel est connu depuis longtemps pour être un lieu touristique et de repos par excellence. Il faut que l'on s'unisse pour protéger ce lieu et qu'on soit plus conscient de l'importance de préserver l'environnement. Les Oranais attendent avec impatience le résultat final qui promet de métamorphoser totalement le côté est de la ville et de devenir un haut lieu de tourisme une fois réouvert. Dans le cadre du plan de développement des régions frontalières, plusieurs projets sont lancés dans ces zones précisément. L'exemple ce matin dans la commune de Tinzawati, à Tamanrasset, parmi les premiers travaux à effectuer pour sortir la région de son isolement et son raccordement au réseau routier. La seconde étape concernera l'exploitation des richesses de cette région à fort potentiel, notamment dans le secteur agricole et minier. Céline Ben Saïdi.
Plusieurs projets liés à l'aménagement du territoire et du développement des régions frontalières ont concerné la wilaya de Tamanrasset. Des projets faisant partie d'un plan national qui compte mobiliser toutes les potentialités de la région pour un développement économique aux retombées positives sur la population de la région. La commune de Tinzaouatine est une région loin du chef-lieu de Tamanrasset. Pour développer cette commune, il faut absolument la raccorder au réseau routier. D'ailleurs, c'est la première chose que nous demandons. Le deuxième point est que cette région connaît un sérieux manque en eau. La mise en œuvre d'une stratégie pour l'exploitation rationnelle des richesses en matière de ressources hydriques et minerais dont disposent les régions de Tidigelt, Del Hougar et Ingzem est plus que nécessaire pour la réussite de ce plan qui vise en premier lieu à l'exploitation de ce grand potentiel. Nous visons à développer 3 stations, Tidigelt et Ingzem, qui sont des régions au grand potentiel en matière de ressources en eau et d'activités agricoles. Vient ensuite le Hougar, connu pour ses minerais comme le marbre, l'or et l'argent. Il ne faut pas oublier que Ingzem est un portail vers l'Afrique, ce qui va encourager les échanges économiques. هو دعم الفلاحة تكون كاينة تنمية متناسقة ومتجانسة. Pour un développement local homogène et participatif avec une dimension locale, il faut avant tout valoriser toutes les ressources dont disposent ces régions. L'objectif de la politique d'aménagement du territoire est avant tout la réalisation d'un développement économique et social dans toutes les régions et l'exploitation rationnelle des richesses naturelles. Direction la foire d'Alger où se déroule toujours le salon du livre. Si vous comptez y aller sans avoir une idée précise de ce que vous voulez, Yazid Ait Mahidine a fait pour vous le tour des maisons d'édition pour nous montrer ce qu'elles proposent ainsi que les dernières parutions. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts, des romans policiers, des livres d'histoire, de philosophie ou encore de religion. Yazid Ait Mahidine, reportage. Silla 2018 ou Chronique des années de lettres nous ont fait découvrir un bouget de drap au chaud dédicaçant ces livres. D'autres ont failli à la séduction livresque. Les auteurs ont bien étalé leurs livres chez Kasbah, Shihab, Deliman. Comme ce jeune nouvelliste engageant son personnage dans le fantastique, la romance et le polar. C'est une enquête policière. On a une deuxième nouvelle, donc Réflexion d'un menteur sur l'amour, d'où est tiré le titre du livre. Donc c'est une nouvelle qui suit un petit peu une histoire d'amour dans l'Algérie contemporaine. Les éditions d'Ahleb nous invitent à lire une page de l'histoire ottomane. Un descendant de Reis el-Ulj est fasciné par l'histoire maritime de la période turque. Pour résumer un peu ce livre, d'abord j'avais déjà écrit un bouquin il y a pratiquement 20 ans qui concerne seulement El-Djali. Bon, ensuite on m'a demandé, on m'a dit que vous décrivez El-Djali, la vie d'El-Djali, mais vous nous expliquez pas l'Empire ottoman. Parce que là il a fait partie de l'Empire ottoman, il faut d'abord nous donner l'histoire de l'Empire ottoman et ensuite on parlera de El-Djali. Dieu et amour. Mohamed Atbi, auteur et éditeur de Al-Maktab al-Falsafiyya, reste l'un des pionniers du champ éditorial tourné vers un islam des Lumières où l'esthétique de l'amour règne en un véritable pôle des pôles. Nous avons un livre symbolique de la première période des grands écrits du soufisme qui s'appelle Uyub al-Nafs, les vices de l'âme et leurs remèdes, de Soulami, le grand soufi du IVe siècle de l'Égypte. Après, nous avons commencé à publier René Guénon, le grand métaphysicien et soufi français
qui est devenu égyptien, de nationalité égyptienne après 1930. Nous avons publié 2 de ces titres et nous sommes en train de préparer la sortie d'autres titres de Guénan. L'Algérie est un fief, est un terroir fécond de grands maîtres soufis. C'est grâce à Cheikh Al-Alawi et à l'émir Abdelkader que nous avons une élite admirable en Europe, et d'intellectuels et d'artistes qui se sont non pas convertis, qui se sont initiés à l'islam à travers le soufisme, à travers sa profondeur. Lire, faire lire, réciter, des gestes que le SILA 2018 a immortalisés auprès des mordus des classiques de Voltaire, de Mouhia, d'El Moutanabbi, de Moyan et de tous les autres. Vous êtes nombreux d'ailleurs à aller visiter le SILA pour acheter un ou plusieurs ouvrages. Seulement, cette envie de lire et d'aller acheter des livres est souvent concentrée durant la tenue du salon. Autrement dit, les ventes de livres durant l'année sont bien inférieures à celles réalisées durant la manifestation. Les maisons d'édition se plaignent notamment d'une mauvaise distribution. Le reportage de Hassiba Abdallah. Derrière la publication du livre imprimé, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Et le coût de la matière première en est un. Avec un peu le problème du dinar, c'est très difficile d'éditer aujourd'hui des livres et surtout le beau livre. Parce que le beau livre, ça se rapproche un peu de l'artisanat. Le prix en lui-même, il dépend d'éléments importés. C'est les intrants, le papier et l'encre, c'est importé de l'étranger. Aujourd'hui, les coûts ont doublé et même triplé. Et donc pour nous, c'est une difficulté pour mettre un livre à la portée du lecteur. Le coût élevé de la matière première n'est pas la seule difficulté que rencontrent les éditeurs. Ces derniers sont confrontés à un plus gros problème qui handicape même la diffusion du savoir dans le pays. Le vrai problème en Algérie, c'est la diffusion. Il n'y a plus de librairie pratiquement. Il n'y a plus d'espace où l'on trouve le livre, surtout les bibliothèques municipales. C'est ça qui est important. Une commune comme Chiraga, par exemple, qui est une grosse commune, grande commune. Est-ce qu'il y a une librairie à Chiraga? Il n'y a pas de librairie. Si on va à Strif, il y a 2-3 librairies. À Oran, il y en a 3-4. À Moustaganem, il y en a 1 ou 2. C'est un véritable problème. Alors que la loi sur le livre de 2015, elle est censée justement accélérer l'existence de librairies. Si le coût de la matière première se répercute forcément sur le prix du livre, la distribution, quant à elle, a un impact sur le nombre de tirages, ce qui sanctionne l'auteur, l'éditeur ainsi que le lecteur. Il faut qu'il y ait aussi une politique du livre parce que le livre est encore taxé. Par exemple, la France, avec sa politique de la francophonie, finance le livre d'une manière indirecte. Par exemple, il y a des ouvrages en français qui sont vendus au Liban à des prix pas chers, ou bien au Sénégal, y compris au Maghreb. Pour que ce secteur se développe en Algérie, il faudra aussi familiariser les enfants dès leur plus jeune âge avec le livre. Un bon ami qui pourra bien leur tenir compagnie pour toute la vie. Un vibrant hommage a été rendu à Gherdaya au grand poète du mouvement national et chantre de la révolution algérienne Moufdi Zakaria dans le cadre d'une manifestation organisée à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Hasna Zoubiri. Organisé par Majlis Abdelrahman El-Qourti, instance suprême socio-économique et culturelle, en collaboration avec la Wilaya et l'Université de Gherdaya, ainsi que le bureau local de la Fondation Moufdi Zakaria, cette manifestation a constitué une occasion pour rendre hommage à l'icône de la poésie révolutionnaire algérienne qui a consacré sa vie à la prise de conscience du peuple algérien pour la lutte contre le colonialisme. Le défunt poète Moufdi Zakaria s'est beaucoup imprégné du Coran. Cela reflète son éducation vu qu'il a grandi dans une société conservatrice. Moufdi Zakaria s'est donné comme mission la défense des différentes causes arabo-musulmanes et ça se voyait dans ses poèmes. Il a parlé de la révolution libyenne, marocaine, tunisienne, sans oublier la cause palestinienne. Le chantre de la révolution algérienne de son vrai nom, Cheikh Zekri, a été honoré en 1999 par le président de la République, lui attribuant la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Hatir. Moufdi Zakaria possède, à l'instar de l'hymne national
d'autres œuvres qui attendent d'être compilées. Concernant la poésie, beaucoup d'efforts ont été consentis pour compiler ces œuvres. Je citerai les efforts du docteur Mohamed Nasser dans son livre « Le chantre de la révolution algérienne ». Malgré ces efforts, de nombreux textes ne sont pas complets et demandent à être rassemblés. Outre son apport indéniable au champ poétique et au paysage intellectuel national, cette initiative se veut également une reconnaissance de son riche parcours révolutionnaire, depuis l'étoile nord-africaine et le parti du peuple algérien PPA, jusqu'à la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Dans le dossier sahraoui, des eurodéputés ont dénoncé la partialité et les incohérences du rapport de mission au Sahara occidental occupé, présenté hier par le rapporteur de la Commission du commerce international du Parlement européen, l'eurodéputée française Patricia Lalonde, soulignant qu'il existe une volonté manifeste de contourner les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en passant outre le consentement du peuple du Sahara occidental. Prise à partie par l'eurodéputé Heidi Hautala, membre de la délégation qui s'est également rendue au Sahara occidental occupé dans le cadre de cette même mission. L'eurodéputé a précisé que les ONG qui défendent le droit à l'autodétermination et qu'elle a pu rencontrer subissent une persécution permanente de la part des autorités marocaines. Et gros plan ce matin sur la situation au Yémen. Des dizaines d'éléments du mouvement Ansar Allah dit Houthi et des forces gouvernementales ont été tués ces dernières 24 heures dans la bataille de Houdeïda, cette ville de l'ouest du Yémen qui revêt une importance stratégique en raison de son port. Naïma Haouch. Sur fond de dévastation et de crise humanitaire, l'avenir du Yémen chavire de plus en plus. 5 jours de pilonnage, de raids aériens et d'affrontements au sol entre forces loyalistes et rebelles Houthis ont fait au moins 150 morts de part et d'autre, selon des sources médicales et militaires. Appuyés par des avions et des hélicoptères de la coalition arabe, sous commandement saoudien, les forces pro-gouvernementales tentent de reprendre coûte que coûte la cité convoitée. Selon une source proche des combattants loyalistes, la coalition a réalisé des avancées limitées vers Houdeïda et son port, point d'entrée de 70% des importations et de l'aide humanitaire au Yémen, ravagé par la guerre depuis 2015 et théâtre de la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Devant l'intensification des combats et des raids aériens qui se poursuivent, plusieurs organisations humanitaires ont lancé un signal d'alarme. Les civils n'ont pas accès à l'assistance internationale alors que des millions de personnes sont menacées par la famine dans le pays. Un pays quasiment divisé en deux. Les forces loyalistes contrôlent le sud et une bonne partie du centre et les rebelles, la capitale Sanaa, ainsi que le nord et l'ouest. Prise en tenaille, la population reste encerclée, otage d'une guerre fratricide. De l'avis des experts, un assaut ne saurait tarder sur la ville portuaire et les conséquences seront dramatiques pour les civils, notamment les enfants. Dans le reste de l'actualité internationale, un total de 90 élèves ont été enlevés puis libérés dans 2 enlèvements distincts en 5 jours dans le même établissement scolaire de la région du nord-ouest du Cameroun. C'est en bref et résumé ce matin par Boucha Boali. 79 enfants enlevés lundi par des hommes armés dans une école protestante dans la région du nord-ouest anglophone du Cameroun, en proie à des troubles séparatistes, ont été libérés mercredi après 3 jours de détention. On ignore pour l'heure les conditions dans lesquelles cette libération avait été obtenue. Les démocrates américains ont remporté une victoire partielle aux élections législatives de mi-mandat, gagnant la Chambre des représentants mais perdant du terrain au Sénat. Un tableau nuancé dont Donald Trump s'est saisi pour revendiquer un succès personnel. Les talibans enverront des émissaires à la rencontre internationale sur l'Afghanistan, prévue vendredi à Moscou, où siégera une délégation afghane. Selon les médias locaux, la conférence ne vise pas à négocier avec une partie en particulier, mais à trouver une solution pacifique au dilemme afghan et à mettre un terme à l'occupation américaine. Les électeurs malgaches ont commencé à voter mercredi pour le premier tour de la présidentielle où 3 anciens chefs d'État font figure de favoris dans ce pays. À Madagascar, les électeurs doivent choisir leur favori parmi 36 candidats en lice.
L'équitation est une véritable tradition chez les Ouargli. Monter à cheval, ça prend dès le jeune âge. D'ailleurs, la fantasie, un folklore séculaire qui est préservé jalousement par les habitants de la région. Beaucoup de jeunes aspirent à devenir à leur tour des cavaliers pour perpétuer cette tradition si chère à la région. Camélia Melal. Symbole d'authenticité, la fantasia traditionnelle fait partie de notre riche patrimoine depuis des siècles. Devenu un rituel dans le sud du pays, ce spectacle vient vanter les chevaux des éleveurs du terroir, mais aussi le burnous et la tenue typiquement arabe des cavaliers. Notre association est nouvelle, mais ses activités ne datent pas d'aujourd'hui. L'objectif est d'apprendre aux enfants l'équitation. Nous voulons que ce legs se perpétue. Ici, dans cette région, le cavalier porte toujours une tenue traditionnelle typique de la région, à savoir le gnar et le burnous. Dans cette région, on apprend à faire de l'équitation dès le jeune âge. Ces jeunes gens ont choisi pour métier l'élevage équin et l'équitation, un héritage et une tradition sans égale qu'ils doivent garder et transmettre aux générations futures, comme l'ont fait leurs aïeux. Pour cela, ils espèrent l'aide de l'État. L'équitation est une passion qui se transmet de père en fils et de génération en génération. Nous lançons un appel aux autorités concernées pour améliorer la pratique de l'équitation et réaménager cet hippodrome. Nous souhaitons avoir l'aide des pouvoirs publics pour bénéficier de plus de moyens. Mais malgré tout cela, l'équitation était et demeure toujours un sport et un symbole de notre riche patrimoine culturel. Et c'est justement cela le miracle de ce sport qui transcende non seulement les genres, mais également les âges. Le rallye Challenge Sahari international, il se déroule dans de bonnes conditions, il se poursuit toujours. On revient ce matin sur l'étape de la veille Timimoun Mnia qui s'est déroulée sur un parcours de 344 km. Abdelmajid Benrassi l'a suivi pour nous. C'est au lever du soleil que la caravane du rallye a repris la piste. Ils étaient juste une soixantaine au départ de cette 5e spéciale Timimoun Mnia pour un parcours de plus de 320 km. Plus de la moitié des concurrents est déjà sorti de la course. Panne, casse et blessures en sont les causes de ces sorties prématurées. Mais on s'accroche pour aller jusqu'au bout. Quand vous la voyez, cette spéciale... Bon, elle va être longue, mais je pense qu'elle va être intéressante. Voilà, on est un peu en retard, là, donc on part dernier, mais sinon c'est pas grave. Au départ de cette étape, nous avons rencontré le plus jeune concurrent. Il est tantôt pilote, tantôt copilote. Il a 26 ans et il vient de Bouzaréa. Bon, حنا بدينا من الكارتينغ جرينا كارتينغ ومن بعد اوتو جرينا لا موتو دوك رانا في الكات. À l'arrivée de l'étape, les pilotes algériens étaient tout heureux d'être aux premières loges. Ouais, j'espère bien. Assez difficile, elle est fatigante pour moi. Mais je suis content d'être arrivé. Je suis rentré parmi les premiers, mais le parcours est trop lent et très rapide. Et il y a eu même un accident, paraît-il. Il y a un accident, même moi j'ai chuté d'ailleurs, vous pouvez voir mon roadbook, j'arrive plus à le gérer, donc j'étais obligé de suivre un pilote. Donc Timimoun Mnia, c'est une étape quand même assez longue et difficile aussi à la fois. Et bien sûr, l'histoire de cette 4e édition du Challenge Sahari se poursuivra jusqu'à la vallée du Mzab. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.